Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette visioconférence consacrée à un sujet qui intéresse de plus en plus le monde du sport, les suppléments alimentaires et leur impact sur la performance sportive. Les sportifs consomment aujourd'hui beaucoup de produits pour améliorer leur performance, la récupération et aussi leur santé. Mais plusieurs questions se posent. Quels produits choisir? Quelle est l'efficacité de ces produits? Comment les utiliser? Et bien sûr, quels sont les dangers? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Marc Franco. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique marocain et d'être avec nous en direct de la Belgique. C'est avec un très grand plaisir que je vais partager certaines discussions que nous avons avec les collègues belges et internationaux, également les travaux que nous réalisons au sein de notre laboratoire sur les compléments alimentaires pour les sportifs. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Alors, professeur, je rappelle que vous êtes professeur de physiologie de l'exercice et de nutrition du sport à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Oui, tout à fait, tout Alors, à fait. professeur, moi j'ai une question simple. Quel est l'intérêt des suppléments alimentaires et pourquoi les sportifs en consomment-ils? Ben, les sportifs, évidemment, sont extrêmement sollicités par toute une série, je dirais, de publicités qu'ils retrouvent à la fois dans les magasins de sport, à la fois sur les réseaux sociaux et également entre eux. On sait très bien que les sportifs ont tendance à mimer ou à reproduire certains comportements qui sont réalisés par ceux qui font des médailles. Et donc, il y a des sollicitations qui sont absolument énormes. Alors, ils souhaitent, bon, d'abord accroître leur performance, bien sûr. Ils souhaitent éventuellement améliorer leur récupération. On a aussi certains compléments alimentaires qui sont pris dans un contexte de santé. Là, évidemment, ça pose tout de suite la question de ne vaut-il pas mieux essayer de bien équilibrer son régime alimentaire plutôt que d'avoir recours à des compléments alimentaires. Et puis, il arrive que des compléments alimentaires soient pris comme adjuvant à certains traitements pharmacologiques qui sont pris par des athlètes qui sont par exemple malades ou qui sont par exemple blessés. Ça existe également dans le cas de prévention de blessures, donc pour éviter certaines blessures, certains athlètes vont prendre des compléments alimentaires et donc, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, éventuellement pour compenser des diètes qui sont inadéquates ou qui sont un peu particulières. Donc on va penser par exemple aux athlètes qui ont des régimes végétariens ou plutôt des régimes véganes qui vont être malheureusement déficitaires, par exemple dans certaines vitamines comme la vitamine B12. Et donc à ce moment-là, eh bien, on a tendance à systématiquement supplémenter ces personnes, pas nécessairement les athlètes, mais ces personnes avec de la vitamine B12, puisqu'elle est absolument indispensable à notre bon fonctionnement physiologique. Et justement, professeur, est-ce que dans un premier temps, ce ne serait pas plus intéressant de voir l'alimentation adaptée à ces sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, et avant d'aller tout de suite sur la supplémentation? Oui, ça c'est tout à fait évident. Donc ça, il y a, je pense, un consensus international au niveau scientifique, hein, c'est de dire toujours food first, donc d'abord l'alimentation. Et donc, ce qui est très important pour les sportifs, c'est d'abord d'avoir une alimentation qui soit bien équilibrée et bien adaptée à leur sport, bien adaptée à leurs dépenses énergétiques et même bien adaptée finalement à la période d'entraînement dans laquelle ils se trouvent, puisqu'on parle de plus en plus de ce qu'on va appeler la périodisation des régimes alimentaires chez les sportifs, puisque on ne va pas nourrir des sportifs de manière identique pendant toute l'année. Un exemple très simple, si vous prenez des cyclistes qui réalisent le Tour de France, il faut bien se rendre compte que la dépense énergétique pendant ces 3 semaines de course est absolument énorme, hein. Et donc on va arriver à en moyenne 6 500 kilocalories par étape. Et donc, il est évident que le régime alimentaire doit être adapté et il ne va pas être le même que pendant la période, par exemple,
où ils seront au repos à l'intersaison. Donc un sportif ne s'alimente pas de manière identique pendant toute l'année. Il faut adapter le régime alimentaire des sportifs aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Et bien sûr, il faut d'abord faire cela avant de penser aux compléments alimentaires. Donc, si j'ai bien compris, l'alimentation adaptée, c'est aussi adapté à chaque sportif et à chaque sport. Oui, tout à fait. Donc, on ne va pas nourrir un sportif donc en fonction de la discipline, en Mm. fonction de l'âge, mais également en fonction du moment où on se trouve dans la saison. Donc, par exemple, si on a affaire à des gens qui vont pratiquer un sport dans lequel ils vont rechercher une augmentation de la masse musculaire à un certain moment, pendant un certain bloc d'entraînement, eh bien, à ce moment-là, on peut adapter l'alimentation durant la période dite souvent d'hypertrophie, un bloc d'entraînement en hypertrophie, on peut adapter l'alimentation. Et c'est la première chose à faire avant de penser à des compléments alimentaires. Professeur, pour revenir aux compléments alimentaires et aux suppléments alimentaires, quelle est leur efficacité? Bon, ça c'est évidemment la question qu'on se pose tous et toutes. En fait, il y a une réponse assez simple à ça. Il y a une réponse assez simple à ça, c'est que je pense finalement que tous ces compléments alimentaires sont efficaces, sans exception, absolument tous. Ils sont efficaces. Mais il y a néanmoins une condition. Il y a néanmoins une condition pour être efficace, il faut que le sportif y croit. Si le sportif y croit, c'est efficace parce qu'en fait, ces suppléments alimentaires ne sont pour la plupart rien d'autre que des placebos. Mais si vous croyez en votre placebo, eh bien, vous allez avoir un effet. Il y a de très très belles études sur les placebos. Les placebos, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas propre aux sportifs, hein. C'est quelque chose qui est largement utilisé dans la recherche médicale sur les médicaments, par exemple. Et j'aime bien montrer cette étude qui a été publiée il y a déjà quelques années dans une revue tout à fait prestigieuse américaine, Science. Je trouvais le protocole vraiment intéressant. En fait, ça n'a rien à voir avec le sport. Mais c'est juste pour illustrer l'importance de l'effet placebo. En fait, c'est une étude qui a été réalisée dans le milieu médical. Et donc, les chercheurs ont recruté les volontaires pour leur étude dans le milieu médical. Et donc, dans le milieu médical, on connaît très bien les designs des études. On a toujours un groupe placebo et un groupe qui reçoit le traitement. Et puis, on fait ce qu'on appelle un traitement croisé. Donc, si la première fois, vous avez reçu le placebo, vous recevez le traitement la deuxième fois et inversement. Et en fait, ils disaient à leur sujet qu'ils testaient une pommade analgésique qu'ils appliquaient sur le dos de la main et ils mesuraient l'intensité de la douleur qui pouvait être générée par un stimulus électrique. Donc ça, c'est tout à fait classique. Mais leur design, en fait, n'était pas, lui, classique du tout, dans le sens où la première fois où les participants sont venus pour l'expérience, ils ont tous reçu un placebo. Et la deuxième fois, ils ont tous reçu un placebo. Il n'y avait donc jamais de principe actif. Alors, ce qui est très amusant, c'est Mm. qu'évidemment, ils ont observé l'effet analgésique chez la moitié de leurs participants la première fois, et ils ont observé cet effet analgésique sur l'autre moitié la deuxième fois, et de manière croisée, tout simplement parce que les gens connaissent a priori le design de ces études. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand ils ont fait cette étude, ils avaient placé leurs participants dans un aimant d'imagerie de résonance magnétique nucléaire qui permet de voir l'activation de certaines zones du cerveau. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que lorsque les sujets croyaient en l'analgésie induite par le placebo, eh bien, on pouvait montrer que certaines zones du cerveau qui sont actives dans les signaux de douleur, eh bien, étaient inhibées. Et ça montre donc l'ampleur que peut avoir cet effet placebo. Et donc, si c'est Mm. vrai pour les médicaments, bah, c'est vrai aussi pour les sportifs. Donc, de temps en temps, malheureusement, et ça c'est véritablement un problème éthique, eh bien, on fait croire aux athlètes qu'ils vont prendre des choses qui sont absolument extraordinaires, et s'ils y croient, effectivement,
vous allez avoir un effet. Alors nous, les scientifiques, évidemment, on a beaucoup de mal avec ça, mais je peux comprendre que les entraîneurs utilisent ce genre de choses. Je peux comprendre, Mhm. nous, scientifiquement, on ne peut pas faire cela. Nous, ce que l'on doit faire, c'est mener des études avec des protocoles expérimentaux qui sont suffisamment rigoureux que pour pouvoir faire la différence entre ce que l'on appelle l'effet placebo, et l'effet placebo existe, de l'effet qui est véritablement lié au traitement, et donc ici des compléments alimentaires que l'on va donner aux sportifs. Et donc la question sera de savoir quels sont les compléments alimentaires qui vont avoir un effet qui est supérieur à celui d'un placebo. Et là, ça, c'est pas tous. Il y en a même très, très, très peu. Il y a très, très peu de compléments alimentaires pour lesquels nous avons des évidences très robustes dans la littérature qui montrent que on va avoir un effet qui est supérieur à un effet placebo. Et en plus, si on a un effet, en fait, cet effet, il va être valable pour certains types d'activités sportives, dans certaines conditions bien particulières, avec un timing bien particulier et à des doses bien particulières. Donc, ça rend la chose qui est quand même relativement complexe. Et donc, il ne faut pas croire qu'un complément alimentaire qui est efficace pour tel type de sportif va l'être pour un autre. Donc, la plupart du temps, les compléments alimentaires, ce ne sont rien d'autre que des placebos, mais effectivement, la littérature scientifique montre de manière robuste que quelques compléments alimentaires, dans des conditions bien particulières, peuvent améliorer la performance sportive des athlètes. Professeur, ce que vous dites est extrêmement intéressant. Et puis, ça permet de dire que l'effet placebo ou que l'efficacité des produits ou des suppléments alimentaires dépend en quelque sorte du ressenti du sportif et de son degré de croyance en ces produits. Ah oui, bien sûr, vous pouvez donner une poudre de perlimpinpin à quelqu'un si vous lui faites croire qu'il y a un effet, s'il y a un grand champion qui a pris la même poudre de perlimpinpin et qui a fait des résultats extraordinaires, les effets placebo sont bien étudiés. Donc, je vous ai montré l'exemple d'une étude, mais on sait que si un placebo est cher, il est plus efficace que s'il n'est pas cher. On sait que s'il est rouge et amer et pas très bon goût, il est plus efficace que s'il est bon marché et qu'il est agréable à manger. On sait même que dans certaines études, si on donne un placebo, qu'on observe un effet, puis que l'effet disparaît, si on augmente la dose du placebo, on retrouve l'effet. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement bien décrites dans la littérature scientifique qui s'appliquent aux patients et aux aspects pharmacologiques, mais qui s'appliquent exactement de la même manière aux athlètes. Mais si j'ai bien compris, professeur, l'effet placebo a ses limites. Oui, Et bien que de sûr. l'autre côté, et que de l'autre côté, il y a très peu de suppléments alimentaires qui sont d'une efficacité scientifique prouvée. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Il Alors, y a un certain nombre de compléments alimentaires, mais le nombre est très restreint pour lesquels on a véritablement des données robustes qui nous montrent que dans certaines circonstances, à certaines doses, à certains moments, eh bien, on peut effectivement avoir un effet sur certains types de sports. et alors, professeur, vous titillez ma curiosité. Comment on peut connaître ces produits qui sont efficaces scientifiquement et non pas juste l'effet marketing? Oui, donc il y a globalement trois grandes catégories hein, de suppléments. Donc il y a Mhm. ce qu'on va appeler les suppléments diététiques, hein. Donc ce sont généralement des micronutriments qui sont destinés à couvrir les besoins. Donc ici, par exemple, un supplément multivitaminé qui peut avoir tout son sens en matière de santé, parce qu'effectivement, à partir du moment où la dépense énergétique est très très importante, eh bien les besoins en micronutriments et entre autres les besoins en vitamines vont augmenter. Et donc, il va falloir les couvrir. Et donc, il peut paraître raisonnable qu'à certaines périodes de leur saison, avec un avis médical, eh bien, certains athlètes vont se supplémenter avec ces complexes multivitaminés. L'autre
l'autre, la deuxième catégorie, donc ce sont ce qu'on appelle les produits nutritionnels pour sportifs. Donc généralement, ce sont des produits qui sont riches en glucides, en hydrates de carbone ou riches en protéines, et donc qui vont être consommés par les athlètes d'endurance, typiquement pour les hydrates de carbone, à des doses bien précises. Tout ça est très très bien documenté dans la littérature. Et puis il y a la troisième catégorie, et c'est de cela dont nous avons convenu de parler aujourd'hui, qui sont ce qu'on va appeler les compléments ergogéniques. Donc les compléments ergogéniques, ce sont ceux qui sont destinés à améliorer la performance Mhm. sportive. Alors comment savoir s'ils sont efficaces? Eh bien, il y a en fait une classification qui est proposée par l'Institut australien des sports, l'AIS à Canberra, qui est, je trouve, remarquablement bien faite sur leur site internet que vous pouvez trouver là en bas. Donc vous pouvez trouver l'adresse ici en bas, et c'est très très bien fait parce que c'est remis très régulièrement à jour et c'est très au fait de la littérature scientifique. Donc, si vous le permettez, eh bien, nous allons suivre aujourd'hui, dans le décours de notre exposé, les recommandations de l'AIS, les expliquer. Alors, je ne pourrais pas m'empêcher à certains moments de vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec certaines de leurs recommandations. Donc, nous avons également un groupe au niveau du comité olympique belge duquel je fais partie, où nous avons nos propres recommandations, mais je dois avouer que celles des Australiens sont particulièrement bien faites. Alors en fait, ils classent les... Professeur, juste une question. Oui. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec, je dirais, l'Institut australien sur cette classification? Nous n'avons jamais travaillé, nous n'avons jamais eu de contact directement, certainement pas sur cette classification. Donc nous avons beaucoup travaillé dans mon laboratoire sur certains compléments alimentaires, et j'y ferai référence tout à l'heure. D'accord. Et nous avons des contacts avec certains collègues de l'Institut australien des sports. Nous nous connaissons parce que nous nous rencontrons dans les colloques scientifiques, mais nous n'avons jamais, à proprement parler, travaillé ensemble. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces différents groupes comme Oui, aliments, comme donc produits? voilà, en fait, il classe les compléments alimentaires en 4 catégories ABC. Donc la catégorie A, ce sont ceux pour lesquels il y a des données qu'ils estiment robustes pour montrer un effet des compléments alimentaires sur la performance sportive, encore une fois, sur certains types de performances sportives, à des doses bien particulières et à Mhm. des timings bien particuliers. La catégorie B, ben, c'est ceux sur lesquels il y a peut-être un effet, mais que ça manque encore un peu d'évidence scientifique. Les évidences scientifiques ne sont pas encore suffisamment étayées. La catégorie C, c'est ceux sur lesquels ouais, il y a vraiment très très peu d'évidence scientifique, même si c'est déjà utilisé par des sportifs. Et la catégorie D, ça c'est vraiment la catégorie sur laquelle je souhaite insister. Ce sont les suppléments qui peuvent potentiellement donner euh, des contrôles antidopage, pardon, des contrôles antidopage positifs. Et donc, ça, c'est vraiment ceux qui sont absolument, absolument à éviter. Ah, éviter. Oui, tout à fait. Donc, professeur, j'imagine que pour mettre en place cette classification, il y a des études rigoureuses scientifiques qui ont été faites avec des groupes de sportifs et avec un suivi longitudinal? Oui, tout à fait. Donc, tout cela se base sur des revues systématiques de la littérature. Donc, cette littérature est une littérature qui est quand même raisonnablement abondante et nous avons participé à son élaboration sur certains compléments alimentaires. Et bien sûr, donc, ça se base pas uniquement sur le fait qu'un tel a pris et ça a marché, parce qu'un tel a Oui, pris et ça a marché, ça, ce n'est pas de la science. La oui. science, c'est on a testé ça de manière standardisée sur un groupe. On a mesuré les effets dans des tests qui sont bien standardisés et on n'oublie surtout pas qu'on a pris un groupe placebo et on Mm. voit si le complément a un effet qui est supérieur à l'effet placebo, comme j'ai évoqué précédemment. Mhm. Il y a un protocole rigoureux pour montrer l'efficacité de ces produits. Mais j'ai bien noté, professeur, que l'efficacité de ces produits, elle doit être prouvée scientifiquement, mais également, ça dépend de l'adaptation du produit au sportif, la dose, le timing et l'activité sportive.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc il ne faut surtout pas croire que n'importe quel supplément alimentaire va être bon pour tous les sportifs. Il y a même certains compléments alimentaires qui peuvent être utiles, mais uniquement pour des disciplines qui sont très très Mm. précises. Donc concrètement, professeur, euh, un complément alimentaire efficace, par exemple pour un sport d'endurance, peut ne pas l'être pour un sport explosif ou Oui, tout à d'explosivité. fait, tout à fait, tout D'accord. à fait. Donc ça, c'est tout à fait clair. Il y a toute une série de compléments alimentaires qui sont, et à l'inverse, qui peuvent être intéressants pour des sports de force et de puissance et qui ne vont pas être du tout intéressants pour des athlètes d'endurance. Et quels sont les produits qu'on peut trouver dans les différents groupes, professeur? Alors, eh bien, je vous propose de commencer par le groupe A et je vous propose de passer peut-être un peu plus de temps sur cela et puis de passer en revue les autres groupes, le B en les décrivant un peu, le C plus rapidement puisqu'ils n'ont pas nécessairement d'effet et quand même de nous attarder un tout petit peu au groupe D parce que ça, c'est le groupe qui est interpellant puisqu'il peut amener des contrôles antidopage positifs. Alors, le Avec plaisir. premier, c'est la caféine, hein. La caféine, bon, D'accord. c'est bien connu. Il va y avoir dans ce premier groupe la créatine. On va retrouver la bêta-alanine, le bicarbonate de sodium Mm. et les nitrates. Les nitrates, on va par exemple les retrouver dans le jus de betterave, mais pas uniquement dans le jus de betterave. Alors, si vous permettez, on va les passer tous en revue. Mm. Moi, Je j'ai vous- juste une question au professeur. Bon, en tout cas, je pose ma question et je vous laisse continuer. J'ai vu la caféine et on parle beaucoup de la caféine. Est-ce qu'elle fonctionne chez tous les sportifs, la caféine? Oui, ça c'est en fait un complément alimentaire qui est sans doute celui qui va fonctionner chez le plus grand nombre de sportifs. Parce que comme D'accord. l'illustre la diapositive ici, il y a trois effets potentiels de la caféine. Le premier effet potentiel est en fait un effet au niveau du système nerveux central. En fait, on sait que la caféine eh bien, va agir sur des récepteurs au niveau du système nerveux central qu'on appelle pour les personnes qui sont peut-être plus familières avec ce genre de choses, ce sont les récepteurs à l'adénosine. Et donc, bon, la caféine va augmenter l'état de vigilance et l'état d'éveil. Bon, c'est exactement ce qui se passe le matin quand je me lève et que je me fais une tasse de café. Et que si je bois ma tasse de café, eh bien, je trouve que je suis un peu plus réveillé. Le deuxième effet potentiel est un effet sur la dégradation des graisses. On sait que la caféine augmente la dégradation des graisses. Et donc, il y a une certaine littérature qui est déjà relativement ancienne, qui montre qu'effectivement, la lipolyse va être activée lorsque on va prendre de la caféine. Et c'est comme cela qu'on expliquait il y a quelques années les effets sur les exercices d'endurance. En fait, on est revenu de cela tout simplement parce qu'on sait maintenant que en fait, ce n'est pas la lipolyse qui est le facteur limitant de la consommation des graisses durant l'exercice. En fait, ce qui est le facteur limitant de la consommation des graisses pendant l'exercice, c'est essentiellement le transport membranaire. Donc, vous avez beau Mhm. libérer de grandes quantités de graisse, donc quantité d'acides gras à partir de vos réserves de triglycérides en tissu adipeux, si vos cellules ne sont pas capables de les transporter, de les consommer, eh bien, je veux dire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, Mhm. c'est une hypothèse qui a été véhiculée pendant des années, mais qui pour l'instant est abandonnée. Et le troisième effet potentiel, c'est un effet directement sur la contraction musculaire. Et ça, c'est un effet qui est avéré. J'ai moi-même déjà, quand j'étais jeune académique, fait pas mal d'expériences avec cela. Donc en fait, on isolait des muscles de souris et puis on appliquait de la caféine et on pouvait montrer qu'effectivement la contractilité du muscle squelettique était augmentée. Le problème, c'est qu'il faut des doses qui sont très importantes de caféine. Et donc, ce sont des doses qui sont tout à fait incompatibles avec ce que l'on peut observer au niveau cellulaire lorsque l'on prend du café ou lorsque l'on prend de la caféine en tant que complément. Donc, l'hypothèse sur laquelle nous nous accordons, en tout cas pour l'instant, c'est la numéro un, c'est-à-dire que la caféine va augmenter l'état d'éveil des sportifs. Et donc là, c'est vrai qu'elle est quand même utile pour pas mal de sportifs, pour autant qu'elle soit prise aux bonnes doses.
Euh, Mm, et les professeur, si vous me permettez, parce que c'est important ce que vous dites, la caféine a de l'effet, c'est prouvé scientifiquement, mais justement, comment adapter la dose par rapport aux sportifs et par rapport au sport? Oui, c'est ça. Donc, comment l'ingérer? Donc, en fait, on a beaucoup de sports. Donc, on peut avoir des effets de la caféine sur des sports explosifs. On peut avoir des effets de la caféine sur des sports d'endurance. Ce sont des choses qui sont bien décrites. Il peut néanmoins y avoir des effets délétères de la caféine dans certains sports pour lesquels, par exemple, il y a une habilité manuelle fine qui est très, très importante. On peut le considérer comme un sport, les fléchettes, là, hein. Si vous Oui. bougez, ça va beaucoup moins marcher. Et donc, la Mm. caféine, c'est sans doute pas ce qui va être recommandé. Mais c'est vrai que dans de nombreux sports, on peut, et on utilise d'ailleurs de la caféine. Alors, le problème, c'est qu'il faut en donner suffisamment, mais pas trop. Parce que si vous en donnez trop, eh bien, vous allez avoir, par exemple, une augmentation du rythme cardiaque et ça va Oui. finalement donner une sensation qui est une sensation qui est plutôt délétère à l'athlète. Alors, on sait que les effets, on va les avoir lorsqu'on donne à peu près 3 milligrammes de caféine par kilo de poids corporel. Donc, vous faites la multiplication avec votre poids et vous avez la dose de caféine qu'il faut prendre. Il faut la Mm. prendre globalement 1 heure avant la performance sportive. Alors, il y a différents modes d'administration. Bien sûr, on pourrait prendre du café. Si vous prenez Mhm. du café qui n'est pas décaféiné, évidemment, vous allez avoir de la caféine. Globalement, si vous prenez 2 tasses de café serré, vous allez avoir suffisamment de caféine. Alors, le problème du café, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous ne contrôlez pas la dose. Donc, il y a une très très belle étude qui a été faite par un collègue hollandais qui travaille maintenant en Grande-Bretagne, Askerio Kundrup, qui était finalement très très simple. Il a été un certain nombre de fois dans le même magasin bien connu, firme bien connue à travers le monde, où on sert de café, et il a Mhm. commandé exactement le même café. Il a pris un échantillon, il a ramené ça dans son laboratoire et il a analysé la concentration de caféine. Et il a montré que d'un jour à l'autre, en fait, même dans ces chaînes de magasins où la préparation est extrêmement standardisée, eh bien, on va trouver des variations qui sont très, très importantes de la concentration de caféine dans le café. Donc, c'est très, très difficile en fonction de la façon dont on va préparer le café, dans la fonction de la dose de café que l'on va mettre, de dire quelle est la dose de caféine qu'il va y avoir dans les cafés. Donc, la Mm. recommandation, évidemment, pour les sportifs, c'est plutôt d'utiliser la caféine directement, je dirais, comme un agent pharmacologique, c'est-à-dire de prendre, d'aller demander au pharmacien, en collaboration avec le médecin pour les pays où la prescription est obligatoire pour la caféine, d'avoir des doses bien contrôlées de caféine et savoir exactement ce que l'on va prendre comme caféine. Maintenant, cette caféine, on va les retrouver aussi dans des boissons énergisantes, hein. Les boissons énergisantes, Oui. c'est de la caféine. Vous allez retrouver cette caféine également dans certains chewing-gums. Vous avez des chewing-gums à la caféine. En fait, l'absorption à ce moment-là, c'est une absorption qui se fait au niveau de la bouche, au niveau sublingual, qui va être très très rapide. On peut se permettre de les prendre à peu près un quart d'heure avant Mhm. la performance, mais il faut faire attention également à la quantité de caféine qui sont contenues dans ces chewing-gums. Généralement, il n'y en a pas assez. Il faut prendre de chewing-gums, mais ça dépend de la marque que vous allez prendre. Donc, la caféine, c'est effectivement utile euh, dans des doses qui ne doivent pas être trop importantes. On peut la prendre, je dirais, sous forme de café, sous forme de boisson énergisante. La recommandation pour essayer d'avoir la dose bien précise, c'est de voir avec son médecin et son diététicien et son pharmacien la dose qu'il faut prendre et de la prendre sous forme pharmacologique. Professeur, je voudrais revenir un instant sur la caféine dans les boissons énergisantes. Est-ce qu'il n'y a pas d'un autre côté un danger de ces boissons énergisantes qui contiennent beaucoup de sucre et beaucoup de substances, je dirais, chimiques transformées? Oui, bien sûr, les boissons énergisantes, évidemment, on ne va pas en faire la publicité. Alors, je ne connais pas la situation au Maroc, je connais la situation en Belgique et en Europe. Donc, il y a des réglementations qui ont été mises en place et qui ont conduit les sociétés qui vendent ces boissons énergisantes à diminuer quand même considérablement la quantité de caféine qu'ils mettent dans leurs Mhm. boissons. Mais vous avez tout à fait raison, ces boissons contiennent finalement plein d'autres choses qui ne sont pas nécessairement très utiles pour les sportifs. Donc, c'est sans doute pas la meilleure méthode pour se supplémenter en caféine.
Hmm. Alors, une dernière question, professeur, sur la caféine. Comment concilier la caféine, la performance et le sommeil? Parce Oui, qu'on bien sait sûr. très bien que la caféine peut impacter le sommeil aussi. Bien sûr, c'est une très très bonne question. Donc la caféine va impacter le sommeil. Ça peut être très variable d'un individu à l'autre parce que tout le monde n'est pas sensible de la même façon à la caféine parce qu'il y a des récepteurs en fait. Pour cette caféine, il y a certains variants génétiques qui sont connus dans les récepteurs qui font que certaines personnes vont être moins sensibles. Mais c'est vrai que on va retrouver des personnes qui sont très sensibles à la caféine et c'est vrai que la caféine va impacter le sommeil. Ça, c'est tout à fait évident. Maintenant, la caféine est assez hydrosoluble, donc elle va s'éliminer assez rapidement par voie urinaire. Donc globalement, dans les 24 heures, vous allez évacuer l'entièreté de la caféine que vous avez prise. Mais c'est vrai que si vous avez par exemple une compétition en soirée et que vous avez pris de la caféine avant, on sait très bien que les athlètes ne dorment pas très bien lorsqu'ils ont fait Hmm. une compétition en soirée, eh bien ça risque encore de différer le moment d'endormissement. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres produits, professeur? Oui, il y en a un qui est très connu, hein. Au-delà de la caféine, c'est Ah, euh, la créatine. c'est la créatine, oui, c'est la créatine monohydrate. Donc ça, c'est une des stars. Nous avons beaucoup travaillé sur la créatine, donc je vais essayer de ne pas trop m'étendre là-dessus. Le premier article scientifique a été publié en 1992 par Roger Harris et Eric Gutmann, que j'ai bien connu par ailleurs, avec qui j'ai travaillé. Ils étaient les premiers à montrer ça, et donc dans les discussions qu'on avait eues à ce moment-là, ils m'avaient dit oui, non, en fait, on ne s'attendait pas à devoir donner des doses pareilles. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la créatine, qui n'est pas un acide aminé, souvent c'est une erreur qu'on entend, on entend que la créatine c'est un acide aminé, c'est pas un acide aminé, c'est au point de vue biochimique ce qu'on appelle un guanidinoacide, c'est-à-dire qu'il y a un carbone avec trois azotes et pas un carbone avec un azote, mais ça c'est assez académique comme discussion. Euh, à quoi va servir la créatine dans le muscle? En fait, elle va permettre de stocker de l'énergie. Et c'est une énergie qui est très très rapidement mobilisable lorsqu'on fait des Hmm. exercices de très haute intensité. Et donc l'idée de Roger Harris et Eric Goodman, c'était de dire, ben, si on augmente cette capacité de stockage d'énergie, eh bien, on va pouvoir, dans des exercices où on va avoir besoin de cette forme d'énergie, donc qui est beaucoup d'énergie en très peu de temps, mais avec une capacité quand même relativement restreinte, eh bien, on va pouvoir améliorer les performances sportives. C'est donc comme ça qu'ils ont commencé. La première chose à faire, c'était pouvoir montrer que si on supplémentait des individus avec de la créatine, eh bien, on pouvait augmenter la concentration de ce qu'on appelle la phosphorylcréatine à l'intérieur du muscle, et c'est le cas. Donc on a une augmentation qui est à peu près de l'ordre de 20% si on donne de l'ordre de 3 grammes de créatine par jour pendant 2 semaines. Alors il est possible d'aller un peu plus vite si on donne 20 grammes de créatine pendant 3 à 5 jours en dose de charge, et puis qu'on continue 3 grammes par jour, on va avoir à peu près le même type d'effet. Donc, il y a un consensus pour dire que la concentration en créatine, eh bien, à l'intérieur du muscle, on va pouvoir l'augmenter si on donne ces doses-là. Ce qui est moins, disons, sur lequel il y a moins d'unanimité, c'est qu'on a quand même pas mal d'études qui montrent que l'effet disparaît après un certain temps. Là, je dois être clair, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais Hmm. l'effet semble disparaître après un certain temps. Et donc, nous, souvent, quand on utilise de la créatine chez les sportifs, on leur recommande de ne pas dépasser 8 semaines de supplémentation et puis de faire une interruption et puis de reprendre. Alors, sur quel type d'exercice observe-t-on des effets? Ben, typiquement sur des exercices intensifs répétés avec des temps relativement brefs de récupération. Et donc ça, ce sont des expériences qui ont été faites en labo. Pourquoi on fait ça, ces protocoles en labo? Ben, typiquement parce que ce sont des exercices dans lesquels on va utiliser beaucoup de phosphorylcréatine. Alors, ça correspond à relativement peu de disciplines sportives. Peu de disciplines sportives, parce qu'il faut vraiment que ce soit des exercices très intenses
et que le temps de récupération ne soit que de quelques dizaines de secondes, qui ne laisse pas le temps à la phosphoricréatine de se resynthétiser après avoir été utilisée. Mais par exemple, c'est vrai que durant un match de football, par exemple, qui est joué à très haute intensité, dans des championnats de très haut niveau, eh bien, on retrouve quand Mhm. même certaines phases du match où on retrouve des accélérations très très répétées avec de faibles temps de récupération. Donc on peut imaginer qu'il y ait des effets dans ce cadre-là. On a des effets qui sont décrits dans les sports dans lesquels on va véritablement vider cette réserve de phosphorylcréatine. Mais ça, encore une fois, c'est pas beaucoup de sports. Si vous courez à 100 mètres, vous courez à 200 mètres, c'est pas assez long. Mhm. Et si vous faites un exercice qui est plus de 3 minutes, globalement, c'est trop long. Donc, c'est quand même des exercices donc de très haute intensité qui vont durer globalement entre 30 secondes et 3 minutes. C'est vraiment les exercices dans lesquels vous videz les réserves de phosphoricréatine. Et si vous partez avec 20% de phosphoricréatine en plus, bah, vous avez une réserve énergétique disponible qui est plus importante. Et donc, il est logique d'observer des effets. Mais ce qui nous a surpris quand on a fait ces expériences il y a déjà quelques années, et on a tous, parce qu'on était plusieurs groupes à travers le monde à faire ça, on avait tous un effet indésirable, c'est que nos sujets prenaient du poids. Nos Mhm. sujets prenaient du poids. Alors au début, on s'est dit, bah oui, c'est assez simple, hein, c'est de l'eau, ils vont prendre de l'eau, et c'est vrai qu'ils prennent un peu d'eau, ils vont stocker une petite quantité d'eau dans les muscles, simplement parce qu'on va modifier ce qu'on appelle l'osmolarité au niveau du muscle. Mais l'eau ne pouvait pas tout expliquer. L'eau ne pouvait pas tout expliquer. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a pu montrer qu'il y avait une augmentation de la force et de la masse musculaire. Alors ça, Mhm. évidemment, c'était un peu interpellant au départ. Parce que ce n'est pas parce qu'on augmente la quantité d'énergie dans un muscle que le muscle va développer plus de force. Je vais prendre une analogie avec une voiture et le moteur thermique de la voiture. Ce n'est pas parce que vous mettez plus d'essence dans votre voiture, donc c'est plus d'énergie évidemment si vous avez plus d'essence dans le réservoir de votre voiture, c'est pas pour ça que votre voiture va rouler plus vite. Non, ce qui compte, c'est le moteur. Et donc, c'était paradoxal de dire on amène plus d'énergie dans le muscle, mais le muscle, il développe plus de force. C'est un peu comme si la voiture roulait plus vite. C'était très paradoxal. Et donc, Mhm. on a beaucoup étudié cela. Et en fait, on a vu que la créatine pouvait avoir des effets sur des petites cellules qui se trouvent dans le muscle, qu'on appelle les cellules satellites, qui peuvent être activées si les exercices, si par exemple les athlètes font en même temps des programmes de musculation. Donc, s'ils ne font pas de programme de musculation, ça ne va pas marcher. Mais si on ajoute de Mhm. la créatine à des programmes de musculation, eh bien effectivement, on peut avoir un grossissement musculaire qui est légèrement plus important. Alors, ça ne va pas permettre d'augmenter la masse musculaire de 10 kg, hein, mais ça permet Mhm. de gagner 1 ou 2 kg de masse musculaire. Donc, si on fait des blocs d'entraînement en hypertrophie et que l'on prend 3 grammes de créatine pendant un maximum de 8 semaines, eh bien, on va effectivement avoir un grossissement musculaire un peu plus important. C'est particulièrement utile chez des athlètes, par exemple, qui ont été blessés et qui doivent reprendre de la masse musculaire après une immobilisation. Donc, si on veut qu'ils reprennent un peu plus rapidement la masse musculaire, au moment où ils commencent à se réentraîner, c'est quelque chose qui est utile. Alors, à quoi faut-il faire attention? Il faut faire attention à la fonction rénale, parce que prendre un peu de créatine, même si ce n'est que 3 grammes, moi, la recommandation, c'est 3 grammes, ça va quand même donner une charge rénale, donc il faut être certain de ne pas avoir de néphrotoxicité de la créatine. Bon, ça, on va chez le médecin, c'est pas très compliqué à faire. Avec une tigette, on peut voir cela. Et il faut avoir conscience qu'on va quand même produire, et ça c'est nous qui l'avons démontré aussi, certains composés mutagéniques, carcinogéniques. Alors, c'est pas alarmant, parce qu'en fait, c'est exactement ce que vous allez trouver si vous mangez de grandes quantités de viande. Mais il faut savoir que c'est quand même pas tout à fait anodin éventuellement à long terme pour la santé. Mais donc la créatine, ça peut être utile si on cherche de la masse musculaire au moment où on fait des exercices, où on fait un bloc d'entraînement en hypertrophie. Ça peut être utile lorsque on essaie de reprendre de la masse musculaire. C'est certainement les deux applications les plus importantes. Ça peut être utile aussi dans certains sports, des sports de très haute intensité de 30 secondes à 3 minutes, ou des sports dans lesquels il y a des exercices de très haute intensité qui sont répétés, mais où les temps de récupération
doivent être extrêmement, extrêmement brefs. Et extrêmement bref, ça veut dire une dizaine de secondes. Est-ce qu'on peut parler des sports de combat, par exemple, professeur? Oui, bon, dans les sports de combat, généralement, ouais, la force est importante. Donc, dans les sports de combat, on peut utiliser la créatine pour prendre de la masse musculaire. Vous faites sans doute allusion au fait que dans les sports de combat, il y a généralement une très haute intensité et puis un temps de récupération qui est Très court. relativement faible. Mm. Oui, mais ça doit être des exercices de très haute intensité. Et donc, tout D'accord. dépend de l'intensité de l'exercice, parce que dans certains sports de combat, finalement, l'intensité n'est pas maximale en permanence. Elle peut être maximale à certains moments, et puis elle va rediminuer. Tandis qu'ici, les expériences qui ont été faites sont vraiment des intensités maximales, peu de temps de récupération, intensité maximale, peu de temps de récupération, et ainsi de suite. En tout cas, professeur, la créatine, on en parle beaucoup, de plus en plus. Bien sûr. Donc, c'est un produit qui peut être un supplément alimentaire, mais attention à son utilisation, à son adaptation, à son dosage. Et puis, si j'ai bien compris, il y a des effets indésirables, mais ça peut être aussi, il y a des risques à utiliser la créatine Oui, bien sur du long sûr. terme. Oui, bien D'accord. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc il faut être très, très prudent, comme tous les suppléments alimentaires, il faut être très prudent. Alors vous dites que c'est très à la mode, c'est vrai qu'en Belgique, ça revient à la mode aussi. Pour moi, c'est un peu paradoxal parce que pour moi, c'est un vieux dossier. Donc, c'est des choses qu'on a faites fin des années 90, début des années 2000. Et puis, pour nous, c'était plié. Mais c'est vrai qu'il revient à la mode pour l'instant Il revient. chez les sportifs. Il faut aussi savoir qu'il y a toute une série d'études qui ont été faites récemment sur des aspects cognitifs. Et donc la créatine semble également avoir un effet sur le système nerveux central. Alors là, je sors de mon champ de compétences. Je ne connais pas grand-chose sur les sportifs, mais c'est vrai que chez les personnes âgées, par exemple, il y a quand même des études qui sont assez convaincantes. Et qui disent quoi exactement sur les personnes Ouais, âgées qui montre une amélioration des processus cognitifs cognitive. chez les personnes âgées, parce que la créatine va jouer également un rôle dans le neurone, hein. Donc elle joue un rôle énergétique à peu près dans toutes les cellules. Ouais. Peut-être tout à l'heure, professeur, on reviendra sur des conseils en termes de marque, en termes de fabrication, en termes de Oui, produits de qualité pour mieux orienter les personnes qui nous regardent. on peut le faire si vous voulez. Donc, je n'ai peut-être pas dit au début, c'est vrai que j'ai été chercher sur Internet quelques illustrations. Je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt par rapport à ces marques. Et c'est pas parce qu'elles apparaissent dans mon slide qu'elles sont meilleures que les autres. Donc, en fait, la créatine, bon, il faut prendre de la créatine monohydrate. Donc, la créatine monohydrate, c'est blanc neige. Mm. Si on vous vend une créatine qui n'est pas tout à fait blanche, c'est qu'il y a autre chose que de la créatine dans le produit. Mm. On va essayer de vous vendre également des créatines qui sont combinées avec des sels, comme par exemple une créatine citrate, etc., en vous racontant que ça s'absorbe plus vite. Et c'est vrai, ça s'absorbe le plus vite, mais en fait, c'est pas très important parce que l'effet de la créatine, vous allez obtenir après 2 semaines. Alors, si vous gagnez une demi-heure, bah, c'est pas très, 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 très important. Donc, créatine monohydrate, blanc-neige, euh, qu'il faut dissoudre au moment de l'ingérer, donc ne pas la dissoudre à l'avance, parce que si on la dissout à l'avance, en fait, elle va se transformer en créatinine, et la Mm. créatinine n'a absolument pas ces mêmes effets, et il vaut mieux la dissoudre dans une boisson qui est légèrement acide, comme par exemple un jus d'orange, de telle manière à ce qu'elle se dissolve bien. Si vous essayez de la dissoudre dans l'eau, elle va faire des grumeaux, et ce n'est pas très très agréable à boire. Merci beaucoup, professeur, parce que vous donnez en même temps le mode d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres J'essaie. produits efficaces dans le groupe A, professeur? Oui, donc dans le groupe A de nos Bêta-alanine. amis de l'Australian Institute of Sports, ils classifient la bêta-alanine. Donc la bêta-alanine, c'est un acide aminé Oui. qui va jouer un rôle dans la synthèse de la carnosine. Et la carnosine, c'est le meilleur système tampon que nous avons à l'intérieur de nos muscles. Il n'y a pas que nous qui avons ça. Par exemple, les cétacés, les baleines ont de Mhm. très grandes quantités de carnosine dans leurs muscles pour faire des apnées très longues. Mm. Donc normalement, les baleines devraient être de très bonnes coureuses de 400 mètres si elles savaient courir. Donc la bêta-alanine intervient dans la synthèse de la carnosine, qui est en fait un dipeptide avec de l'histidine. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par un collègue belge, Wim de Raaf, de Mm. l'université de Gand.
Et donc, il a clairement montré que si on donnait de l'ordre d'un peu moins de 5 grammes par jour de bêta-alanine pendant 4 à 5 semaines, eh bien, on pouvait augmenter la concentration de bêta-alanine à l'intérieur de la cellule musculaire. Et donc, on allait améliorer la capacité tampon de ces muscles. Et donc, à partir du moment où l'acidose est un facteur limitant, eh bien, ça peut être intéressant. Maintenant, soyons clairs, l'acidose, c'est un facteur limitant également dans certains types de sports et pas dans tous les types de sports. Et donc, on peut peut-être passer à la diapositive suivante qui montre cela, hein. C'est que vous voyez la barre où il y a l'acidose, là, hein. Donc, vous voyez que Mhm. l'acidose va être très importante si on fait des exercices qui vont aller globalement de 45 secondes à quelque chose comme une petite dizaine de minutes. Donc là, ce sont des exercices dans lesquels vous trouvez des acidoses qui sont très importantes. Donc encore une fois, si on prend l'athlétisme, parce que tout le monde connaît l'athlétisme, je pense, si vous courez un 100 mètres, l'acidose n'est pas un facteur limitant. Si vous courez un 400 mètres, ça le devient. Un Oui. 800 également. Et globalement, si vous allez jusqu'au 1500, 3000, 5000 limites, si vous faites un marathon, ce n'est absolument pas l'acidose qui va être un facteur limitant. Donc, ça veut dire que dans ces sports de très haute intensité, dans lesquels il va y avoir une acidose importante, eh bien, la bêta-alanine peut être intéressante. Et il y a un autre supplément qui peut être intéressant, c'est ce que l'on appelle le bicarbonate. Donc Mhm. le bicarbonate, hein, le bicarbonate de soude, comme on dit, eh bien, lui, donc la bêta-alanine, on la prend à long terme, hein, c'est plusieurs semaines. Le Mhm. bicarbonate, à l'inverse, ça travaille à très court terme. Très court terme, c'est-à-dire 1 ou 2 heures avant l'effort. Et donc, ce qu'on va recommander, c'est de prendre de grandes quantités de bicarbonate. Et donc, ça, c'est un réel problème. C'est de prendre de l'ordre de 300 mg par kilo de poids corporel de bicarbonate. Donc, vous êtes vite à une vingtaine de grammes, hein. Donc, c'est beaucoup. Et donc, c'est un problème parce que il y a un risque très très clair de troubles gastro-intestinaux. Donc, ça veut dire que si vous prenez ça 1 ou 2 heures à l'avance, bah oui, vous pouvez être sur les toilettes plutôt qu'à la ligne de départ, ce qui est quand même très embêtant chez les athlètes de haut niveau. Donc, il faut toujours essayer ces bicarbonates avant parce qu'on est capable de les supporter. Alors, il y a d'autres moyens de les prendre. On peut faire des doses multiples. On peut faire des doses multiples, c'est-à-dire plutôt que de prendre tout en une fois, eh bien, on prend 200 mg 3 heures à l'avance, et puis 50 mg 2 heures à l'avance, avant la course évidemment, avant la compétition, 50 mg 1 heure à l'avance, 50 mg, donc ce qui permet d'avoir une charge qui est plus étalée. Mais ce qui est de plus en plus utilisé par les sportifs maintenant, et je n'ai aucun intérêt par rapport à cette marque, ce sont les gels qui sont proposés par la société Morten. Donc, ils sont illustrés par la cuillère ici. Donc, c'est un gel dans lequel vous pouvez intégrer vos bicarbonates et vous pouvez prendre ces bicarbonates sous forme de gel. C'est pas très très bon. C'est pas très très bon, mais il faut avouer que ça limite très très fort les troubles gastro-intestinaux et on retrouve exactement le même type d'effet que ceux que l'on a avec les bicarbonates qui peuvent être ingérés par exemple sous forme de pilule ou bien dissoutes dans une eau. Alors, il y a des gens qui font également des protocoles sur plusieurs jours, donc qui donnent de l'ordre de 4 à 500 mg par jour pendant quelques jours de bicarbonate. Et donc, ils répartissent ça en 3 doses sur la journée et ça montre des effets. Donc, ces bicarbonates, ils vont être très rapidement éliminés par voie urinaire. Donc, vous allez avoir une augmentation du pH, donc une alcalinisation très, très importante des urines durant les heures qui vont suivre cette prise de bicarbonate. Et donc, dans les quelques heures qui vont suivre cette prise de bicarbonate, eh bien, vous allez l'éliminer. Donc, de telle sorte que si vous avez pris les bicarbonates un jour, le lendemain, vous n'avez absolument plus les effets des bicarbonates que vous aurez pris si vous n'en reprenez pas. Ce qui est donc un mode d'action qui est très très différent de celui de la bêta-alanine, puisque la bêta-alanine, elle va travailler directement dans le muscle et elle va travailler à très 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 long terme. Et donc on peut se demander, bah oui, mais si on met les deux
si on fait les deux? Est-ce Et une qu'on va combinaison avoir des des deux, effets oui. complémentaires? Et donc la réponse est oui, ça a été étudié. Donc ici, dans cette étude, on a donné du bicarbonate et de la bêta-alanine. Donc la bêta-alanine était donnée à raison de 6,4 grammes par jour pendant 4 semaines et les bicarbonates, c'était un protocole étalé sur 7 jours à raison de 500 mg par kilo de poids corporel et par jour. Et puis il y avait un test, c'est-à-dire on demandait une très très grande dépense énergétique et on mesurait la dépense énergétique. Et donc si vous regardez la figure de droite, d'accord, donc sur le premier histogramme, vous avez l'effet bêta-alanine plus placebo, qui est Mm. important, enfin, qui existe. Vous allez avoir l'effet placebo plus sodium bicarbonate, donc bicarbonate de sodium. Mais vous Mhm. voyez que si vous mettez bêta-alanine plus bicarbonate de sodium, donc qui est le troisième histogramme de la figure de droite, eh bien, vous avez un effet qui est plus important. Et le dernier, c'est 2 fois placebo. Et donc là, il n'y a pas d'effet. Donc effectivement, on a de bons arguments pour montrer que le bicarbonate de sodium et la bêta-alanine eh bien, ont des effets additionnels. La bêta-alanine peut avoir des effets secondaires où quand on en donne trop, eh bien, on a quelques paresthésies, donc des picotements au niveau du bout des doigts, mais il existe maintenant dans le commerce des formes avec une libération retard qui éliminent cela. Le bicarbonate, lui, peut avoir réellement induire des troubles gastro-intestinaux, donc il faut être très méfiant par rapport à cela. Évidemment, la recommandation, c'est de mesurer l'effet physiologique. Et comment peut-on mesurer l'effet physiologique? Eh bien, en mesurant l'acidose. Et le plus facile, évidemment, chez les athlètes, c'est de mesurer l'acidose au niveau du sang. Donc, pas le lactate. Souvent, on dit le lactate, c'est l'acidose. Non, non, le lactate, c'est autre chose. C'est le lactate. Le pH. En fait, ce qu'il faut, c'est mesurer le pH. Le pH du sang est normalement de 7,4. Et donc, quand on a ces protocoles où on essaye de modifier la capacité tampon, eh bien, on essaye que les athlètes commencent leur course avec un pH de 7,5 ou de se rapprochant de 7,5, ce qui permet d'individualiser également les quantités que l'on donne et les moments où on va les donner, de telle manière à faire en sorte qu'ils commencent leur course avec un pH proche de 7,5. Et donc ça, on peut le simuler à l'entraînement. C'est des choses que nous faisons avec les athlètes belges de manière très, 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 très régulière. Professeur, est-ce que vous avez des exemples de sports ou de sportifs pour lesquels la combinaison bêta-alanine et bicarbonate est intéressante? Oui, bien sûr. Donc, on va reprendre l'athlétisme, hein, parce que l'athlétisme, encore une Oui. fois, tout le monde connaît. Donc, à partir du coureur de 400 mètres, globalement, jusqu'au coureur de 5000, c'est intéressant. Mais plus pour les coureurs de 400, 800, 1500, ça c'est certainement intéressant. Et donc, si vous faites exactement la même, si vous faites la transposition à la natation ou à d'autres sports, ben, c'est la durée qui compte, hein, c'est la durée qui compte. Et bien sûr, ça doit être des exercices de très très haute intensité. Alors, il y a peut-être une question, hein. La question, c'est que, bon, vous savez qu'on a battu le record du monde du marathon il y a peu et on est en dessous des 2 heures. Et l'athlète qui a réalisé cette performance absolument extraordinaire a publié sa préparation et effectivement, il avait pris des bicarbonates. Et scientifiquement, nous, on se pose la question de savoir quel est l'intérêt de faire ça. Donc, on n'a pas d'argument fort pour dire oui, pour courir un marathon, prendre des bicarbonates, c'est intéressant. Donc, il l'avait pris, il avait pris, il a fait une performance extraordinaire. Ça ne veut pas dire que scientifiquement, c'est parce qu'il avait pris des bicarbonates qu'il a fait cette performance extraordinaire. Il y avait évidemment d'autres facteurs, mais on se pose réellement la question de savoir quel peut être l'intérêt de ces bicarbonates à partir du moment où on fait des exercices de très longue durée. Peut-être une nuance par rapport à cela. Donc le marathon, c'est un exercice d'intensité constante. Il existe des exercices de très longue durée avec des intensités qui sont éminemment variables. Le cyclisme, par exemple. Donc si vous prenez la plus grande, enfin une des grandes courses, le premier monument de la saison cycliste, hein, c'est Milan-San Remo. Donc si vous voyez un peu Milan-San Remo, c'est un peu plus de 300 km. Et puis ça se termine par 2 côtes, la Cipressa et le Poggio. Et dans le Poggio, bah, il roule très, 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 très fort. Donc, c'est des exercices de très, très, très haute intensité. Et donc là, inévitablement, ils vont induire une acidose. Donc là, même si c'est un exercice de très longue durée, 300 km, le fait que
il doit faire un exercice de très haute intensité à un moment donné, eh bien, va faire qui vont induire une acidose. Et à ce moment-là, ça se justifie pleinement. Ça justifie pleinement également en cyclisme, par exemple, pour ceux qui font le sprint. Le Mhm. sprint, donc, si vous avez une course qui se termine par un sprint, le sprint, c'est un exercice de extrêmement haute intensité après un exercice de très longue durée. Et donc, ce sprint de très très haute intensité va induire une acidose. Et donc, à ce moment-là, il y a une certaine logique à essayer d'augmenter la capacité tampon. Alors, professeur, comme ça, rapidement, ces produits ont prouvé leur efficacité scientifique dans l'amélioration de la performance, mais est-ce que ces produits, pour leur prise, doivent être encadrés par des spécialistes pour la dose, pour l'adaptation au sport et aux sportifs, et aussi le moment de les prendre? Oui, j'y reviendrai. Moi, je pense toujours qu'il ne faut pas se supplémenter de manière indépendante et qu'il faut faire ça avec des gens dont dont c'est le métier. Et il faut surtout mesurer ce qui se passe. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, quand on donne du bicarbonate à des athlètes, on le fait très régulièrement, mais on mesure systématiquement dans des simulations de compétition qu'on fait à l'entraînement pour voir si effectivement ce que l'on va donner est suffisant, n'est pas trop, si on n'a pas de troubles gastro-intestinaux, de telle manière à ce que tout soit bien préparé au moment de la compétition. Donc, si j'ai bien compris, très important ce que vous dites, professeur, toujours se référer aux médecins de l'équipe, se référer aux médecins sportifs qui encadrent les sportifs pour justement travailler avec lui, quel produit, quelle dose, à quel moment. Alors, ça peut être le médecin, ça peut être le nutritionniste, ça peut être le physiologiste de l'exercice, mais ce sont des gens qui doivent être bien formés dans cette problématique spécifique des suppléments alimentaires. Oui. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres produits dans ce groupe A? Oui, alors dans le groupe A, eh bien, on retrouve un petit nouveau, hein, c'est ce qu'on appelle les nitrates, nitrates que l'on va retrouver par exemple dans le jus de betterave, c'est comme ça qu'il a Oui. été popularisé par Andy Jones, qui est un collègue de Grande-Bretagne. On va retrouver ça dans d'autres produits, hein. Vous allez en retrouver dans le céleri, vous allez en retrouver dans les épinards, vous allez retrouver ça dans la salade qu'on appelle la roquette. Il y a de grandes quantités de nitrates naturels. Et en fait, Mhm. ces nitrates naturels, en fait, ils vont être un substrat à la formation de ce qu'on appelle l'oxyde d'azote, donc le NO. Et ce NO, ben, il a été découvert en fait pour son effet sur la vasodilatation. C'est comme ça qu'il a été découvert. Mais on sait qu'il a toute une série d'effets qui peuvent être intéressants chez les athlètes, par exemple sur la formation des capillaires, l'angiogenèse. Il va avoir des effets sur la mitochondrie, il va avoir des effets sur le calcium, il va avoir des effets sur la captation du glucose. Donc il y a toute une série d'effets qui sont décrits. Il y a également des effets sur la contractilité musculaire. Et donc, on peut utiliser euh, ces jus de betterave pour des exercices plutôt explosifs, comme on va pouvoir les utiliser pour des exercices d'endurance. Alors, le problème, c'est de trouver des aliments qui sont suffisamment riches. Et donc, maintenant, on trouve commercialement euh, des jus de betterave qui ont été concentrés en nitrate. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on va recommander parce que généralement, si on va acheter de la betterave et qu'on fait son jus soi-même, on n'est pas du tout sûr d'avoir la bonne dose. Donc, la bonne dose, c'est quoi? C'est de l'ordre de 300 à 600 mg que l'on va pouvoir prendre 2 heures avant l'exercice. Alors, il y a une revue systématique qui est sortie il y a relativement peu de temps et qui montre ça très bien. C'est qu'on peut avoir un effet unique ou on peut avoir un effet si on répète la dose, mais si on répète la dose, il faut quand même que la dernière dose soit prise à peu près 2 heures avant l'exercice, ce qui fait quand même penser que c'est la dernière dose qui est intéressante et qui remet un peu en cause l'utilité d'en prendre de manière systématique. Donc, il y a des effets qui ont été décrits, mais Andy Jones, qui a été le premier à décrire cela sur les athlètes d'endurance, a aussi montré quelques années après que l'effet était beaucoup plus important chez les gens non entraînés que chez les gens très entraînés.
Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent avec les suppléments alimentaires. C'est qu'en fait, si vous avez affaire à un athlète qui est très, très entraîné, eh bien, vous avez des effets qui sont moins grands que si vous faites vos études sur vos étudiants, comme on le fait à peu près dans toutes les universités au monde. D'accord. Et donc ça, c'est très très clair, c'est que l'effet n'est pas un effet qui est très très grand, et la revue systématique à laquelle je fais référence le montre aussi, et le dit clairement, voilà, les effets sont moins importants chez les athlètes de haut niveau. Tout simplement pourquoi? Bien parce que ce Héno, on peut le synthétiser d'une autre manière, ce qu'on appelle la voie classique du Héno. Donc, où en fait, on peut synthétiser le Héno à partir d'un acide aminé qu'on appelle l'arginine, et on va former du Héno grâce à une enzyme qu'on appelle la hénosynthase. Et l'activité de la hénosynthase est plus importante chez les gens qui sont très entraînés. Et donc, ils vont déjà en produire naturellement de plus grandes quantités. Et donc, si on amène du Héno par la voie des nitrates, nitrites, ce qu'on appelle la voie alterne du Héno, eh bien, l'effet va être moins important chez des gens qui sont très entraînés que chez des gens qui ne sont pas très, très entraînés. Néanmoins, les collègues de l'AIS classifient ça dans la catégorie A. Alors, pour être fort honnête avec vous, chez nous, en Belgique, à l'heure actuelle, au jour où je vous parle, on le classe toujours en B, mais on hésite quand même à le remonter en A, parce qu'il y a quand même une série d'évidences qui montrent qu'il y a des effets, mais ce sont des effets qui sont quand même relativement ténus, hein. Il ne faut pas croire que on va avoir des effets qui sont miraculeux. Ça fait partie un peu des différences que vous avez exprimées tout à l'heure en début par rapport à l'Australian Institute of Sport, c'est ça? Oui, bien sûr, ouais, c'est toujours la même chose, hein. C'est un débat d'experts, et les experts ne sont pas toujours d'accord. Et donc, de temps en temps, il y a des nuances. Bon, voilà, mais ça, c'est normal. Je vais dire, je dirais, ce qui enrichit le débat, et puis il faut arriver à un consensus. Ce qui fait la richesse de la recherche scientifique Tout à d'ailleurs. fait, tout à fait, tout à D'accord. fait. Alors, moi, je reviens sur prendre les nitrates d'une façon naturelle. C'est possible, mais attention, on ne maîtrise pas la dose. Donc, c'est pour ça il Oui, faut. c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut bien connaître. Donc, en fait, donc la betterave rouge, c'est un produit qui est très cultivé en Belgique. Et donc, en fait, on sait qu'en fonction de la composition du sol, eh bien, vous allez avoir des contenus qui sont différents. En fonction du moment de la récolte, vous allez avoir des contenus qui sont différents, etc., etc. Donc, il ne faut pas croire que tout jus de betterave va contenir la même quantité de nitrates naturels, hein. C'est les nitrates naturels qui sont importants. Euh, et donc, la recommandation, c'est de prendre des produits commerciaux dans lesquels vous savez exactement la quantité que vous allez prendre. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres produits, professeurs, qui sont dans Oui, cette alors catégorie-là? le dernier sur lequel je vais aussi amener quelques nuances, c'est le glycérol. Le glycérol que vous allez trouver aussi commercialement, par exemple, sous forme de glycérine. Donc, le glycérol, c'est ce qu'on appelle un trialcool. Et donc, ça va avoir quoi, le glycérol? Ça va avoir un effet sur la rétention d'eau, donc Mhm. sur l'hydratation. Et donc, on peut essayer d'augmenter la rétention d'eau chez des athlètes. Donc, on va trouver ça typiquement chez des athlètes d'endurance qui doivent réaliser des exercices nécessairement de haute intensité, mais dans des conditions qui sont particulièrement chaudes et dans lesquelles ils vont avoir des pertes sudorales qui sont relativement importantes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre 1 à 1,2 g de glycérol par kilo de poids corporel. D'accord? Et donc, on intègre ça au liquide que les athlètes prennent durant les heures qui vont précéder leur compétition. Notez qu'on peut faire la même chose, il faut mettre un tout petit peu moins de glycérol si vous voulez faciliter la réhydratation post-exercice. Si par exemple, vous avez des athlètes qui doivent performer dans des conditions thermiquement difficiles 2 jours de suite. Le gros problème du glycérol, c'est qu'il peut induire des troubles gastro-intestinaux. Et donc ça, c'est quand même pas anodin, et c'est quand même raisonnablement fréquent. Alors, si on fait une rétention d'eau, ben, on va augmenter le poids corporel. Et il y a des sports dans lesquels on ne souhaite absolument pas augmenter le poids corporel. Mais bon, forcément, si on fait une rétention d'eau, on va augmenter le poids corporel. Et donc, ces troubles gastro-intestinaux peuvent être également accompagnés de nausées et de maux de tête. Donc, le glycérol, bon, c'est bien décrit, il y a des effets très clairs.
mais dans des conditions particulières. Donc, c'est des conditions de stress thermique extrême, d'accord? Et il faut bien l'essayer à l'avance parce que on a quand même toute une série d'athlètes qui vont développer des effets qui sont délétères, qui vont être à l'inverse délétères pour leur performance. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais certainement d'utiliser de manière systématique, mais effectivement dans des conditions bien particulières où on sait très bien que les conditions vont être chaudes, comme par exemple les prochains Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028, on sait très très bien qu'il va faire très chaud et que toute une série Tout de à fait. compétitions vont se dérouler dans des conditions thermiques extrêmes. Eh bien, on peut, chez des athlètes d'endurance, chez lesquels il y a de grandes pertes sudorales, donc pas chez un coureur de 100 mètres, hein, un coureur de 100 mètres, ça n'a aucun intérêt, mais c'est vrai que si vous faites des exercices de très longue durée, ce sont des suppléments qui peuvent être envisagés, mais qui doivent être préparés à l'avance, de manière très très soigneuse et de manière bien encadrée. Professeur, dans ce groupe A, je dirais qui a prouvé concrètement ses effets et son efficacité, et on a présenté à peu près 5-6 produits. Oui, Est-ce que ces produits peuvent être combinés et de quelle façon? ça c'est une excellente question et on a relativement peu de données là-dessus. Donc, c'est une question qu'on se pose souvent. Donc, je vous ai montré un exemple de la combinaison entre la bêta-alanine et Oui, le bicarbonate de bicarbonate. sodium. Ça a été étudié. Et on commence à avoir certaines études qui combinent les suppléments alimentaires parce que c'est un problème, c'est que les athlètes, généralement, ont tendance à les combiner. Et même les gens qui conseillent les athlètes ont tendance à les combiner. Et donc, on n'a pas d'études, on n'a pas beaucoup d'études qui montrent s'il y a des effets qui pourraient être inhibiteurs de l'un vers l'autre, ou si, à la limite, ce sont des effets additionnels. Donc, je pense qu'il faut être relativement prudent par rapport à la combinaison de différents compléments alimentaires, si ce n'est le bicarbonate de sodium et la bêta-alanine pour lesquels c'est très bien décrit, mais il vaut peut-être mieux essayer d'en choisir un et de bien choisir. Alors, beaucoup de sportifs utilisent ces produits, mélangent les produits. Est-ce que le faire je veux dire, en dehors d'un cadre d'accompagnement médical, je dirais, rigoureux, peut donner l'effet inverse de ce qu'on attend de ces produits? Mais oui, en fait, vous pouvez avoir, bon, typiquement, si vous prenez trop de caféine, vous allez avoir des effets délétères. Si vous prenez trop de créatine, il y a dans la littérature quelques effets au niveau du rein qui ont été décrits, mais c'est vrai que c'est dans des conditions un peu particulières. Typiquement, si vous prenez, si vous, bon, ce dernier exemple, euh, le glycérol, ça c'est sans doute typique. Hein, si vous prenez pas les bonnes quantités de glycérol, même si vous en prenez trop, vous allez avoir des effets délétères. C'est sans doute celui qui a induit les effets délétères les plus importants. Donc oui, la réponse à votre question est tout à fait affirmative. Oui, oui, faites ça de manière encadrée et surtout ne faites pas ça de manière indépendante et de manière très structurée. Professeur, cette classification a été faite par l'Institut du sport en Australie, qui ont Oui, fait, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui ont fait les choses avec beaucoup de rigueur scientifique pour arriver à ces résultats. Vous, bien sûr, je dirais, vous partagez la plupart de ces résultats, tout je à dirais en fait. parallèle aux travaux de recherche que vous menez dans votre propre laboratoire. Mais ma question est très directe. Est-ce que vous avez testé, vous, dans vos laboratoires, ces produits sur des sportifs? Est-ce Oui, que vous avez aussi oui, suivi sur oui. l'action sur le terrain? Donc, au niveau du laboratoire, donc, outre le fait que je sois professeur dans cette université, donc nous avons en Belgique ce que nous appelons le Centre d'aide à la performance sportive. Donc, le Centre d'aide à la performance sportive, c'est une association de différentes universités. Et les universités mettent chacune leurs connaissances scientifiques à la disposition des athlètes. Et donc, comme je l'ai déjà mentionné, je fais aussi partie du groupe d'experts scientifiques qui encadre ou qui fait des recommandations au niveau du comité olympique et interfédéral belge. Donc ça veut dire que dans mon labo, outre de faire de la recherche, nous accueillons très très régulièrement
des athlètes pour du testing, également pour des entraînements, entre autres des entraînements en hypoxie dont on peut parler une autre fois éventuellement. Et nous avons des recommandations que l'on peut faire en fonction des athlètes sur leur nutrition en collaboration avec le diététicien qui travaille avec nous. Et donc, c'est vrai que ce sont les compléments dont je viens de parler, ce sont des compléments qu'on utilise avec certains athlètes, pas avec tous les athlètes, en fonction de leur discipline, mais on essaye de monitorer cela de manière très, très, très précise. En conclusion de cette première partie, nous pouvons retenir que les suppléments alimentaires ont un effet placebo. Plus vous croyez, plus ça marche, avec une limite indéniable sur la performance. En revanche, très peu de produits présents dans le groupe A ont prouvé leur efficacité avec bien sûr un protocole d'utilisation et de dosage. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la deuxième partie et pour étudier les autres produits dans les autres groupes. À très bientôt.